l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 5, Fabien Canu, directeur de l'INSEP. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Acteurs de l'ombre dans lequel j'accueille un grand monsieur du monde du sport, Fabien Canu, ex-judoka, 2 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, 2 médailles d'or aux Jeux méditerranéens, ancien DTN à la Fédération française de judo, ex-conseiller du ministre des Sports David Douillet, ex-directeur de la préparation olympique et paralympique, inspecteur général de la jeunesse et des sports et actuel directeur de l'INSEP. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue bonjour. Dans ce podcast. Merci. Alors, on va commencer par revenir un peu sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né en 1960. Comment êtes-vous arrivé au sport et plus particulièrement le judo? Est-ce que vous étiez un passionné ou est-ce arrivé comme souvent dans ce sport un peu par hasard? Alors, effectivement, c'est arrivé par hasard. D'abord, j'étais assez actif en tant que jeune garçon de 8-9 ans, à bouger beaucoup, à tenir assez peu en place, à vouloir faire du football en fait, à ce moment-là. Et puis mes parents sentant bien que j'avais besoin de canaliser un peu cette énergie, ont lu un article dans un journal, le Ouest France à l'époque, qui vantait les mérites du judo, en disant que pour les enfants timides, ça leur donnait confiance, et que pour les enfants un peu agités, ça pouvait les calmer, leur apprendre un petit peu à tempérer leur tempérament. Alors j'étais un peu des deux en fait, un peu timide c'est sûr, un peu actif c'est sûr aussi, et donc j'ai écouté mes parents, ne connaissant absolument rien à la discipline. En 1969, le judo était encore assez peu connu. Et puis, donc, j'ai été inscrit dans un club de judo. Et j'ai raté les premières séances parce que, étant, comme j'ai dit, assez actif, dans le cadre de l'école, je me suis tombé. Je suis fait une entorse au poignet avant droit. Je me rappelle très bien d'ailleurs. Et donc, j'ai été dispensé de faire l'activité physique pendant un bon mois, ce qui m'a permis d'aller voir les séances de judo au bord du tapis et d'essayer de découvrir un petit peu ce sport, parce que ce sport pieds nus, en kimono, m'apparaissait assez étrange. Donc voilà, mais rapidement, pour te dire aussi, c'est que ce que je voyais sur le tapis de judo, donc en étant sur le bord, je répétais ça le soir chez moi avec mon petit frère. Et quand j'ai démarré les leçons de judo, je me rappelle très bien, le professeur de judo me dit « Mais t'en as déjà fait ?» En fait, non, c'est que je répétais chez moi le soir ce que je voyais dans la journée, après les séances de judo. Donc voilà mes premiers pas, comment je suis arrivé à l'âge de 9 ans à mettre un kimono et à démarrer dans une voie auquel j'espérais pas qu'elle dure aussi longtemps dans ma vie. Alors le judo justement, c'est un sport d'origine japonaise. Est-ce que sa pratique vous a rapproché de ce pays et de sa culture? Et question subsidiaire, est-ce qu'il existe, selon vous, une culture judo typiquement française? Ou est-ce que ce qu'on pourrait appeler la culture judo reste quand même très profondément marquée par son pays d'origine? Alors, c'est effectivement une bonne question. Quand on s'investit beaucoup dans l'activité judo, que ce soit par le haut niveau, que ce soit même en tant qu'enseignant, judo, professeur, nécessairement, il y a un lien avec le Japon. Pourquoi ? Parce que d'abord, cette discipline vient de ce pays-là et que quelque part, on voit bien que ce qui a été transmis au niveau d'état d'esprit, au niveau de la manière de pratiquer, est imprégné de cette culture japonaise. Le respect, par exemple, la notion de salut. Saluer quelqu'un sur un tapis de judo quand on démarre un exercice, quand on le finit, c'est un des rares sports. Il y a d'autres sports de combat qui le font. Mais
c'était pas dans les habitudes françaises, c'est pas des choses qu'on voit dans d'autres disciplines. Et ça, c'est le Japon, c'est typiquement le Japon. Au Japon, vous rentrez dans une salle, vous saluez la salle. Il y a ces notions de là qu'on retrouve et de respect de l'autre. Au Japon, on traverse pas la rue en dehors des passages floutés. Donc oui, il y a une forte imprégnation de cette culture japonaise et pour d'autres aspects aussi, qui font que nécessairement à un moment donné, puis surtout quand on s'implique beaucoup dans cette discipline, à un moment donné, on va au Japon. Nécessairement, on va au Japon. C'est un pays à part, qui est vraiment unique. C'est un pays où l'espace est compté. Il y a très peu de place, parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Donc chaque centimètre carré est utilisé. C'est un pays d'une grande propreté. C'est un pays où on respecte les gens. C'est vraiment... J'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Le Japon reste un milieu à part et qui permet de comprendre un petit peu ce qui est fait à travers le judo. Parce que c'est un maître japonais, Jigoro Kano, un grand ministre de l'Éducation nationale au Japon, membre du Seiyo, qui a vraiment créé cette discipline avec une volonté d'en faire une dimension éducative. En fait, c'était sa recherche. Donc c'est plein de choses comme ça qui font que, oui, le judo sans le Japon, c'est pas le judo, nécessairement. Alors, sur la question de savoir, y a-t-il une école française, y a-t-il une école française? Oui, parce que quelque part, même si on s'inspire beaucoup de ce qu'on a pu voir au Japon, on reste latin dans notre façon d'être, etc. On reste avec nos caractéristiques d'Européens et qui font que on respecte ces grandes traditions-là, mais on les adapte aussi un petit peu à notre façon de faire. D'un point de vue même technique, on n'a pas tout à fait la même façon de pratiquer le judo que les Japonais. Pourquoi ? Parce que nous avons nos propres caractéristiques physiques. Les Japonais sont très souples du bassin, font le grand écart, par exemple, ce que ne fait pas nous naturellement en tant qu'Européens. Donc du coup, techniquement, on voit certaines différences. On s'en éloigne pas tant que ça, mais il y a comme ce qui fait la culture française et du judo, qu'on voit aussi avec ce qui a été demandé la culture des pays de l'Est, basée beaucoup sur un judo physique qui venait de la lutte quelque part. Et nous, on est un peu... encore même aujourd'hui, un peu un mi-chemin entre un judo japonais très technique, très fin techniquement, avec le geste bien fait, un judo un peu plus physique dans le corps à corps, qui est celui notamment de beaucoup de pays de l'Est, parce que ça vient de la lutte, comme je disais. Et puis nous, on est un peu entre les deux. Donc oui, il y a une école française, en fait, qui est réputée, et qui... voilà. Mais bon, on doit tout au Japon, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une certaine appropriation du judo en France, dans le sens où, par exemple, le fameux code moral du judo a été rédigé par un Français et pas par un Japonais. Alors, c'est là où il faut reconnaître l'intelligence française dans la manière justement de s'être approprié cette discipline et de l'avoir même bonifiée et de l'avoir surtout adaptée à ses mentalités. La première des choses, c'est les ceintures de couleur. C'est-à-dire qu'au Japon, vous êtes ceinture blanche, ceinture noire, après il y a les ceintures rouge et blanches pour les très très regradés, il n'y a pas les ceintures jaune, verte, bleu, marron comme on a en France. Et ça, on le doit... Alors, c'est un Japonais qui était en France à ce moment-là, maître Kaweshi, au moment de la Seconde Guerre mondiale, enfin un peu avant et un peu après, et qui a donc compris qu'il fallait adapter au niveau européen et que faire en sorte que chaque année, le Français ou la Française de jeune sentent des progrès quelque part, qu'il y ait pas comme une carotte, mais qui ait cette volonté de ne pas attendre 15-16 ans pour passer... Donc, il y a eu cette première adaptation qui est forte, parce que maintenant... Même au Japon, on commence à avoir des ceintures de couleur. C'est vrai que dans le monde entier, il y a. Ça, c'est la manière dont la France a su s'adapter à cette discipline. Et puis, le deuxième sujet, c'est le code moral. Effectivement, invention française d'une quarantaine d'années, qui vraiment, là aussi, traduit à notre manière française les grands principes du judo, de respect, de détermination, d'engagement. Enfin bon, pas rester tout le code moral, et qu'en fait le succès numéro un, notamment auprès des parents. Pourquoi les parents inscrivent souvent leurs jeunes enfants au niveau du jeu? C'est parce que, bon, comme tout gamin un peu agité, voilà, sur le tapis, son énergie canalisée, il y a une dimension éducative qui est là. Et le code moral a un succès énorme, même au Japon, d'ailleurs, assez paradoxalement. Donc voilà, c'est vrai que ce sont deux caractéristiques fortes de la manière dont la France, les couleurs de ceinture et le code moral, a su s'approprier cette caractéristique japonaise et de l'adapter à sa propre mentalité. On va revenir sur la chronologie de votre parcours. Comment un jeune garçon de la toute petite commune de Saint-Valery-en-Caux
qui pratique le judo, finit par devenir un grand champion de sa discipline. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené vers le haut niveau et la réussite sportive ? Oui, c'est effectivement un long parcours, bien évidemment. Puis le fait, comme toujours dans la vie, c'est de croiser les bonnes personnes au bon moment qui font que, finalement, on ne maîtrise pas trop sa vie. C'est quand même une part du destin qui intervient. Et donc, pour ce qui me concerne, je démarre le judo dans un club, donc c'était à Alençon en Normandie. La chance de tomber sur un super éducateur, bien évidemment, qui tout de suite vraiment inculqué les bonnes bases pour faire du judo de haut niveau. Alors c'est vrai que j'étais assez engagé, déterminé. Et bon, voilà, ça correspondait bien aussi à mon état d'esprit, mais je tombe sur le bon professeur. Et qui, au-delà de l'aspect purement technique, m'a aussi beaucoup inspiré au niveau de l'état d'esprit et d'une certaine maturité quand même à avoir. Un exemple concret, donc je reprenais à 13-14 ans un peu le football, parce que j'ai toujours été un peu passionné de ce sport aussi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et je faisais un peu les deux, football et judo. Et ce qui était une bêtise, parce que effectivement, même à 14 ans, il faut commencer à faire des choix. Je commençais à être impliqué au niveau des compétitions importantes de judo. Et sa réaction, c'était de me dire, écoute, tu vas prendre une décision, tu fais du judo ou du football, mais tu ne feras pas les deux, parce que tu vas te perdre. Il m'a pas dit t'arrêtes le football, c'est qu'il m'a mis devant mes propres responsabilités à 14 ans. Et ça, la décision a été vite vue. D'abord parce que mon niveau de footballistique était comme une mesure avec le niveau que j'avais en judo, mais donc des étapes comme ça qui font grandir. Donc là, je dis ok, j'ai compris. Donc voilà. Donc après, j'ai poursuivi. Je suis pas allé en sport-études parce que j'avais la chance aussi d'avoir un club où on pouvait s'entraîner pratiquement tous les jours. C'est qu'on faisait du judo, pas toujours la salle de judo parce qu'elle a été prise, mais on faisait du judo dans les caves, par exemple, avant les grands championnats, répéter des mouvements jusqu'à 1h30, 2h, sans professeur, à 4 ou 5, on faisait des footings. Enfin, on était vraiment... Je m'entraînais pratiquement tous les jours, en fait, déjà à cet âge-là. Et puis derrière, arrive l'équipe de France cadet, où je fais le championnat d'Europe, je suis 3e. Donc, et puis derrière, j'étais junior, mais je fais les compétitions seniors. Et là, à 18 ans, j'étais repéré par les entraîneurs nationaux qui étaient donc ici à l'INSEP à l'époque, qui m'ont dit, fais ta demande, on te prend à l'INSEP, toi tu quittes Alençon, tu viens tout de suite nous voir. Donc voilà, et j'ai intégré l'INSEP à l'âge de 18 ans, je me rappelle comme si c'était hier, franchissant cette barrière, me demandant un petit peu même où j'étais. Mais tout ça, donc je dois à ce professeur de judo, effectivement. Je dois aussi à un cas technique de la fédération qui a travaillé un petit peu ici, qui est le père de Nathalie Rossin qui travaille dans l'établissement, qui était cas technique en Normandie et qui aussi, avec André Boutin, son adjoint, et ces deux cas techniques de la fédération m'ont beaucoup apporté dans ce cheminement en fait. Donc on se construit par des gens qu'on rencontre. Et donc j'intègre l'INSEP ici. Et effectivement, en arrivant ici, je me suis demandé un petit peu où je tombais. Parce que c'était dur au niveau des entraînements. Il y avait des champions du monde à l'époque, des champions olympiques, et des Jean-Luc Rouget, des Thierry Ray. J'en passais des meilleurs. Donc voilà, comme Teddy Riner aussi, il l'a subi en arrivant. Il y a toujours une phase un peu délicate d'adaptation. À telle enseigne que moi, je me suis posé la question de savoir si j'étais fait pour le sport de haut niveau. Et même pendant plusieurs mois, je me suis dit, non, mais je fais mes études de professeur de gymnastique et je repars. C'est pas fait pour moi. Bon, et puis j'ai quand même persévéré. En plus, à l'époque, on ne pouvait pas faire d'études commerciales, ce qui était mon premier souhait. Donc, j'ai fait ça par dépit. Et je me suis accroché. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que cette question que je me posais, j'avais toujours un très bon ami, Marc Alexandre, qui était avec moi en équipe de France, qui se posait la même question aussi. On arrivait, on se demandait un peu ce qu'on faisait. Bon, lui est devenu champion olympique, du champion du monde, entraîneur national. Et moi, j'imaginais pas 43 ans après rentrer à l'INSEP. Voilà, comme je dis souvent, j'étais pas spécialement visionnaire me concernant. Mais donc, il y a eu des étapes difficiles ici en arrivant. Et puis après, rapidement, à 22 ans, je suis devenu vice-champion du monde. J'avais terminé mes études de professeur de PS, donc je pouvais enfin me livrer pleinement à cette activité. J'ai eu aussi entre-temps
Un épisode qui m'a là aussi fait prendre des bonnes décisions. Sortant du concours de professeur de PS, la fédération avait proposé d'être cadre technique en Normandie, de m'occuper d'un sport-études à 22 ans. Et là, question délicate, donc j'ai refusé le poste à la grande colère de la fédération, parce que comment on ne refuse pas un poste, plus jamais vous aurez un poste à la fédération. Moi, je dis à la fédération, ne vous inquiétez pas, moi, si je suis professeur d'éducation physique, ça me va, mais je veux tenter le coup pour faire une carrière au plus haut niveau. Alors, néanmoins, j'avais quand même pris des conseils auprès de grands champions, dont Jean-Luc Roger. J'avais dit, écoute, que je côtoyais bien sûr à l'entraînement. On me propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Et Jean-Luc Roger m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je dis, je vais tenter le coup. Il me dit, fais ce que tu as envie. Voilà. Et 1 an et demi après, donc, néanmoins, ça m'a quand même permis aussi, moi, de me remettre en cause. Donc, de changer de catégorie de poids, déjà, parce que j'avais du mal à m'exprimer pleinement dans les compétitions internationales, parce que je perdais 3-4 kilos, ce qui n'est pas énorme, mais j'étais pas... Donc, j'ai dit, OK, maintenant, je prends le taureau par les cornes. J'ai fini mes études, mais je me donne les moyens. Donc, je change de catégorie, je passe dans la catégorie supérieure. Je quitte le club d'Alençon par le club d'Orléans, qui était un grand club aussi, avec un encadrement plus pour le haut niveau. Et 1 an et demi après, je suis vice-champion du monde. C'est vrai que je suis champion du monde universitaire, déjà, c'était pas la première étape importante. 6 mois après. Alors là, vraiment, ma grande surprise. Et bon, je passe un cap, donc ça y est, la machine était lancée. Donc, pas manqué de dire à la fédération, une fois vice-champion du monde, j'ai dire que je devrais être en Normandie ce soir sur un poste de cadre technique. C'était une blague. Mais bon, voilà, à quoi ça tient, quoi. Si Jean-Luc Rouget, à l'époque, me dit, écoute, non, t'as raison, on prend le poste, peut-être que je le fais. Donc voilà, donc il y a des gens comme ça, comme mon professeur de judo, comme lui, qui ont beaucoup contribué à me lancer dans une carrière internationale. Bon, vous êtes modeste aussi, parce qu'il y a la discipline personnelle qui est quand même très importante. Oui, bien sûr. Non, mais après, il y a les gens qu'on rencontre. En fait, je me suis aperçu tout au long de mon parcours professionnel, directeur de préparation olympique, etc. Ce qui fait la différence, c'est pas le talent. Les gens de talent, il y en a plein. Il y a une forme d'intelligence, en fait, à savoir prendre les bonnes décisions. Les grands sportifs, souvent, ce sont des éponges, en fait. Ils savent sélectionner, ils savent prendre où il faut. C'est ça, à un moment donné, qui fait que... C'est pour ça qu'on dit aux sportifs, mais soyez acteurs de votre projet. Il vous appartient, c'est vous qui allez en faire. Et c'est souvent le danger, d'ailleurs, le paradoxe, parce qu'on fait tellement de choses. C'est ce qui m'est arrivé aussi un petit peu à l'INSEP, à un moment donné, c'est que on a l'impression qu'on est dans la machine, dans la fabrique, alors j'aime pas trop le mot, dans l'école des champions, et que finalement ça va arriver. Non, si on prend pas les choses en main. Et c'est souvent quand les gens sont au pied du mur qu'on voit leur capacité de réaction. Je reprends le cas d'un autre grand judoka, Thierry Ray, qui a été à un moment donné écarté de l'INSEP parce que ça n'allait pas, qui a été... on a dit, écoute, tu quittes l'INSEP, on ne te reprend plus. Il venait de Lagny à l'INSEP, ce qui fait une vingtaine de kilomètres, tous les jours mobilette. Et puis 1 an après, il est champion du monde, et 1 an après, il est champion olympique. Bon voilà, donc à un moment donné, il faut s'approprier, faut prendre son destin en main, et c'est vrai que c'est comme la forme de ceux qui font... mais pas que dans le sport, dans la vie en général. C'est cette capacité à prendre les bonnes décisions, à écouter les bonnes personnes. Voilà, donc après ma carrière a vraiment été lancée. Alors, j'ai cité une partie de votre palmarès tout à l'heure. Je n'ai pas cité toutes les médailles, parce qu'il y en a d'autres. Il y a de l'argent, du bronze, etc. Est-ce que dans toutes ces réalisations sportives, il y en a une dont vous êtes particulièrement fier, et pourquoi? Et à contrario, évidemment, question inverse, toujours dans le cadre du sport, est-ce qu'il y a un quelconque regret, quelque chose que vous n'avez pas réussi à accomplir? Oui, il y a un peu de tout. Alors, d'abord, dans les grandes satisfactions, mon premier titre de champion de Normandie Benjamin. Pourquoi? Parce que c'est tellement inattendu, c'est la surprise d'un seul coup, je me dis c'est pas possible. Champion de Normandie, je m'imaginais les 5 départements, la carte de Normandie en tête, en me disant mais il n'y a pas un qui est plus fort que moi. Voilà, cet effet de surprise qui fait que, puis là, je rêve, à 12 ans, j'étais sur mon nuage. J'ai jamais retrouvé ces sensations-là. Pourquoi? Alors, j'ai eu de grandes satisfactions à être champion du monde, champion d'Europe, mais je m'étais préparé pour. Donc, en fait, c'est notre approche. C'est comme on se prépare. Là, je ne m'étais pas préparé. D'où cet effet de surprise. Après, il y a une autre satisfaction personnelle. D'abord, que je n'aime pas trop évoquer parce que c'est par rapport à celui que j'ai battu. Mais Angelo Parisi était champion olympique des poids lourds.
Et au lendemain des Jeux donc, de Moscou, qu'il a donc gagné, il y a un championnat de France de catégorie où je le rencontre au premier tour. Moi, jeune Normand de 80, à l'époque, j'étais effectivement dans la catégorie de poids inférieur. Et je le rencontre au premier combat. Lui, champion olympique, moi, champion de Normandie, et je le bats. À la surprise générale. Hein. Alors, je m'entraînais pratiquement tous les jours avec lui, donc je savais comment essayer d'éviter ses points forts. Bon, mais c'est Angelo Parisi qui avait un talent fou et qui pouvait battre les meilleurs et parfois perdre contre... Mais à titre personnel, pour moi, battre un champion olympique, toute catégorie, mais c'était impensable. Donc je ne quitte pas tôt parce que j'ai trop de respect pour ce qu'il a été, un multimédaillé olympique. À titre d'exemple, Angelo Parisi n'a pas été médaillé mondial alors qu'il a fait des tas de championnats du monde. Voilà, qui peut alterner le bon et le moins bon. Mais moi, je me vois encore surprenant ce gabarit immense qui venait vers moi là. Donc ça, c'est les satisfactions. Côté déception, les jeux, en fait, les jeux notamment de Séoul, parce que j'étais le favori de la catégorie de poids. Hein. J'avais tout gagné, mais tout gagné 1 an et demi avant. Comme j'ai tout gagné 1 an et demi après, malheureusement, je tombe malade au moment des Jeux, 8 jours avant. Moi qui n'ai jamais été malade de ma vie. Une épidémie qui a touché le clan français. Hein. D'autres sportifs, je pense à Muriel Hermine notamment, en natation synchronisée, qui avait été touché aussi. Probablement dû à l'air conditionné. Et qui fait que j'avais une sinusite, un mal de dents, de la fièvre, et qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Donc j'ai fait vraiment la compétition sur une jambe, je termine 5e. Bon, voilà, oui, c'est une déception. Et je ressors de là en me disant, première chose, il y a un championnat du monde l'année prochaine, je vais être le premier Français à être 2 fois champion du monde, ce qui ne s'était jamais fait. Et ce qu'a fait David Douillet après et Teddy Riner. Bon, c'était une manière d'adoucir la douleur, mais elle était toujours là, en me disant, j'essaierai Barcelone 4 ans après. Or, entre-temps, l'âge arrivant, 32 ans à Barcelone, une grosse concurrence française aussi, hein, dans ma catégorie de poids. Et c'est donc Pascal Taillot qui, l'année des Jeux, obtient la sélection. Il est champion d'Europe, il est vice-champion olympique. Bon, voilà, il n'y a pas photo. Donc, mais au bout du compte, oui, en termes de déception personnelle, ayant tout gagné, même à plusieurs reprises, la déception, c'est les Jeux, ouais. Alors, la transition est toute trouvée pour ma question suivante, puisque j'ai retrouvé une petite archive de l'INA. Donc, c'est un reportage télévisé qui vous a été consacré et diffusé au journal de 20h en 1988, juste avant les Jeux Olympiques de Séoul, justement, dans lequel vous êtes présenté comme un des grands favoris. Alors, cette vidéo, je ne peux pas diffuser le son, malheureusement, pour des problèmes de droit. Hein. Alors, on peut vous y voir posé comme mannequin. Ouais. Donc, et vous expliquez que c'est pour compléter vos revenus. Ouais. Et vous expliquez ensuite, vous parlez argent et médiatisation, sans aucun filtre. On voit que c'est une autre époque. Hein. Et vous évoquez l'injustice de la différence de traitement des médias entre les sports, et donc forcément de la différence de revenus entre les champions selon le sport qu'ils pratiquent. Alors, on était en 88, on est aujourd'hui en 2023. Est-ce que la situation a évolué en 35 ans ? Alors d'abord oui, cet épisode je l'ai bien en tête. En fait, un grand couturier, Francesco Smalto, pour ne pas le nommer de l'époque, avait souhaité à ce qu'il y ait quelques sportifs qui soient... parce que c'est un foot sport en fait, et justement il voulait quelque part aider les sportifs pas spécialement connus, donc on s'était retrouvés à 4 ou 5 à être équipés de ces vêtements et faire un défilé de mode, des photos pardon, dans les serres d'Auteuil. Je me rappelle très bien. Bon, c'est un épisode rigolo pardon, et puis en plus qui permettait effectivement donc, du coup d'avoir des équipements. Bref, et oui, j'ai souvenir de ce sujet sur les rémunérations. On n'est pas payé au salaire de la sueur. Dans le sport de haut niveau, il n'y a pas plus injuste, en fait. Hein. C'est là où on pourrait faire la lutte des classes. Hein. Après, pour des tas de raisons qui s'expliquent aussi. Hein. Mais quand on voit ce que peuvent gagner certains sportifs, ou sportives d'ailleurs, hein, dans certaines disciplines, on parle effectivement du football parce que les salaires ne font qu'augmenter, atteignent des sommes dingues, mais c'est aussi la boxe et quelques sports professionnels. Nous, dans les sports olympiques, on est très loin de tout ça, mais très très loin, des années-lumière.
Alors, il faut reconnaître que l'État, quand même, dans le modèle français, s'est penché sur le sujet déjà depuis de nombreuses années, hein, avec des conventions d'entreprise, avec des pactes de performance, du mécénat. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Sincèrement, l'État a fait ce qu'il faut. Mais néanmoins, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que la plupart des disciplines olympiques ne passent plus à la télévision. Et que la situation s'est même fortement aggravée. C'est une époque où on pouvait passer sur les grandes chaînes de télévision le dimanche après-midi, que ce soit TF1, que ce soit Antenne 2 à l'époque. On pouvait voir en France-Japon, on pouvait voir du judo, mais aussi d'autres disciplines sportives. C'est fini. C'est fini, ces chaînes-là. Alors, sauf France Télévisions, oui, qui va faire quelques compétitions comme les championnats du monde d'athlétisme, de natation, qui, il faut reconnaître, fait un effort, mais on ne voit plus de gymnastique. Et encore, la gymnastique est un des sports qu'on peut voir de temps en temps. Mais on ne voit plus de judo, sauf sur des chaînes thématiques liées au sport. Et encore, et encore. Et payante. Donc, et payante, en plus. Donc c'est ce qui m'inquiète, parce qu'il y a comme derrière tout ça un modèle économique, même pour les fédérations. Je vais donner un autre exemple, moi, qui m'interroge. Il y a les Jeux Olympiques en France. Beaucoup de fédérations espéraient avoir des partenaires économiques, en disant, mais finalement, non. Alors, les grandes entreprises financent soit les Jeux Olympiques, hein, ce qui coûte cher, mais bon, voilà, soit des teams de sportifs. Il y aura le team Française des Jeux depuis très longtemps, le team Carrefour, le team, etc., etc. Mais c'est ciblé sur des athlètes qui parfois même cumulent différentes aides. Or, la fédération en elle-même, l'équipe de France, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc il y a effectivement un gros sujet de médiatisation des fédérations et des sportifs. Alors oui, bien sûr, un Teddy Riner, ben bon, quand on voit le palmarès qu'il a, c'est normal qu'il gagne bien sa vie. Oui, on va trouver quelques exceptions. Mais pour la plupart, heureusement que l'État est là, heureusement que l'agence du sport est là pour leur permettre de vivre décemment. La volonté qui a été annoncée par l'agence, c'est de dire, mais tout sportif qui fera les Jeux, on doit lui assurer un revenu de 40 000 euros par an, bien évidemment, et pas par mois, et pas par semaine, pour qu'il puisse vivre à peu près décemment. Bon, normalement, on y arrive, quoi. Mais à quel prix? Donc c'est vrai que je dis souvent, mais on pourrait faire la lutte des classes quand on voit cette telle différence de rémunération n'existe pas dans le milieu professionnel, en fait. On atteint des sommets. Quand on voit les millions qu'il peut y avoir, et pas que sur des stars, parfois, du sport professionnel, quoi. Par rapport à d'autres champions, bon, ça m'interroge et je suis inquiet pour l'avenir, en fait. Mais ça ne s'arrange pas, c'est de pire en pire. Et je me pose même la question parfois de la survie de certaines disciplines olympiques. En disant, mais bon, je pense à l'haltérophilie, qui a certes d'autres sujets de dopage, par exemple, mais être jeune haltérophile aujourd'hui, c'est de quoi on vit. Bon, voilà. Enfin, donc ce sujet que j'évoquais dans un reportage très très ancien, ça ne s'est pas arrangé. Oui, d'ailleurs, je me souviens aussi qu'on parlait de supprimer la lutte. Et c'est étrange parce que c'est un des sports antiques. Oui. Alors non, mais il y a... Mais bon, alors ça, c'est un bel exemple de ce qui est capable d'amener le sport en termes géopolitiques. Parce que, donc, effectivement, le CIO... avant tout pour des problèmes liés à la Fédération internationale qui ne fonctionnait pas très bien. C'est souvent là le sujet, comme aujourd'hui avec la boxe. La boxe est sur la sellette par rapport au jeu parce qu'il y a la Fédération internationale de boxe. Mais on voit bien que le CIO est embarrassé parce que la boxe se représente beaucoup dans le monde. Et c'est le cas de la lutte. La lutte, parce que c'est pratiqué dans tous les pays. C'est un sport ancestral, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit partout. Le corps à corps d'homme, c'est vieux comme le monde. Et étonnamment, donc, pour sauver la place de la lutte au jeu, on a eu des choses incroyables. L'Iran aux États-Unis, pour un match Iran-États-Unis à New York, quand les tensions diplomatiques qu'il y a entre ces deux pays, ça, le sport est capable de le faire, quoi. Et ça s'est fait. Ça a beaucoup aussi fait pencher dans la balance le CIO pour revoir sa décision, parce que là, ça a pris une dimension diplomatique où tout le monde était d'accord. C'est une chose assez incroyable. Je crois que c'est pas tous les jours, mais c'est rare de voir à un moment donné un sport capable de réunir des pays à ce point, quoi. Donc, enfin voilà. Mais oui, puis après, l'autre sujet de fond, c'est qu'on voit quand même l'émergence de nouvelles disciplines qui intéressent les jeunes. C'est le cas du breakdance, c'est le cas de tout ce qui est le skatepark et compagnie, enfin
skateboard, pardon. Donc, il faut aussi que les disciplines, classiques, se remettent en cause. Pourquoi le CEO fait rentrer ces disciplines-là au jeu ? C'est parce que le public qui s'intéresse au jeu est de plus en plus vieillissant. Voilà, c'est que... en plus, comme on les voit de moins en moins à la télévision, donc effectivement, il y a un danger à ce qu'elles disparaissent. Donc, voilà. Mais bon, pour l'instant... la lutte est bien revenue dans le giron des... La boxe, mais pour d'autres raisons de gouvernance. L'haltérophilie, là aussi, c'est pour des raisons liées au dopage, en fait. Mais bon, il faut faire attention et il faut aussi parfois que ces disciplines-là évoluent, soient peut-être plus attractives. Alors, j'en reviens à notre chronologie. Arrive un moment où forcément la carrière sportive doit s'arrêter, et il faut se reconvertir. Là, alors, j'ai en tête une autre archive de l'INA qui, cette fois, date de 1992. Et c'est un reportage qui vous est consacré par France 3 Orléans. Et ce reportage nous apprend que la retraite sportive approche à grands pas. Et vous n'aviez à ce moment-là pas encore décidé quelle voie professionnelle choisir entre le monde de la banque, vous travailliez à l'époque pour une grande banque française, et le monde du sport en devenant par exemple entraîneur. Alors, j'ai cité en début d'entretien certaines des fonctions que vous avez occupées, donc on sait ce qu'il est advenu de votre choix. Est-ce que vous pouvez résumer ce parcours-là, post-haut niveau, jusqu'à aujourd'hui où vous êtes directeur de l'INSEP depuis 2021 ? Alors là aussi, dans les étapes importantes d'une vie, donc j'ai évoqué quand je suis arrivé à l'INSEP, et me posait la question si... Bon. Et puis arrive à la fin de carrière, alors on y pense à l'avance, et j'ai toujours été assez curieux de m'intéresser à ce qui se passait en dehors du monde du sport, et notamment dans le milieu économique, économique au sens large. Donc c'est comme ça aussi que j'avais accepté une convention d'insertion professionnelle avec le Crédit Lyonnais, pour ne pas citer, qui était banque de l'époque, parce que je voulais m'ouvrir les horizons et me dire, dans l'optique d'une reconversion, je voulais intégrer à minima le monde privé pour faire mon choix. Ça a été de très belles années, parce que d'abord, moi, ce que j'avais demandé à la banque, c'était de pouvoir être formé. C'est pas le travail qu'on peut y faire, parce qu'on n'est pas là tout le temps, faut être logique, mais j'ai dit, moi, service communication, partenariat, je souhaite découvrir la banque. Donc j'y allais tous les mercredis, entre autres, mais pas que. J'y allais avec le personnel. Je me suis pas mal investi. Autour de aussi la préparation de grands événements sportifs, les Jeux d'Albertville d'hiver. La banque Crédit était un des partenaires, donc j'ai travaillé autour de ces projets-là, du Tour de France. Et puis arrive la fin de mon parcours où le Crédit Lyonnais me propose un poste très intéressant. Alors là aussi, dans les grandes satisfactions personnelles, mais qui m'ont fait m'interroger. En fait, le directeur des ressources humaines de cette grande banque était un grand monsieur, respecté des syndicats, de tout le monde, assez visionnaire, qui était un agrégé de philosophie, je me rappelle, mais un grand DRH, m'a dit « J'ai besoin de gens comme vous. Alors, pas pour faire de la banque traditionnelle, parce que vous n'avez pas fait les grandes écoles commerciales et puis vous allez vous ennuyer. Il dit en revanche, au niveau de la direction des ressources humaines, je souhaite développer un département international, étant présent dans une 60aine de pays à l'époque. Vous avez beaucoup voyagé. Cet esprit entreprise internationale, on ne l'a pas. Il faut qu'on le développe et c'est fait pour vous. » Bon, vu le respect que j'avais de cet homme-là et qui était sincère, du coup, ça m'a fait gamberger, au moins pendant 6 mois. J'ai dit, mais laissez-moi le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et d'un autre côté, j'avais la Fédération française de judo, qui souhaitait me voir intégrer la fédération pour devenir, pas DTN dans un premier temps, mais quelques années après. Bon. Choix délicat, 2 vies totalement différentes. Il fallait faire un choix. C'est le fait de travailler autour de sa passion, le sport, qui m'a fait pencher pour ça. Le fait d'avoir une fédération aussi assez dynamique, avec des moyens. C'était pas... Voilà, avec le fait d'être attendu, d'être... mais j'ai longtemps hésité, parce que je suis parti dans une carrière dans le privé. Alors certes, Crédit Lyonnais a connu quelques déboires par la suite, avec de grosses difficultés économiques, donc je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais bon, la fierté de me dire, je suis peut-être pas si couillon que ça, quelque part, ça m'a flatté, c'est vrai.
parce que je n'imaginais pas qu'on me propose un tel poste. Mais enfin voilà, donc le choix a été fait, mais les raisons de ce choix, c'est ça, c'est de dire, il y a une belle fédération, il y a des moyens, j'ai des idées, je pourrais m'exprimer pleinement, et j'ai opté pour la Fédération française de judo. Néanmoins, là aussi, il y a eu une période de turbulence que j'arrivais, il y avait des élections comme à ce moment-là, au lendemain des Jeux de Barcelone, avec 2 candidatures très, on va dire, très animées. Et là, j'ai vécu ce qui était une campagne électorale dans une fédération où du coup, plus rien ne se passait. Je me demandais même ce que j'étais venu faire à la fédération. Parce que tout le monde attendait les résultats de cette élection, avec Jean-Luc Roger d'un côté et le président de l'époque Michel Vial de l'autre. Et puis, ça s'est joué, mais à 3 fois rien. Une voix après, hein, c'était un comité directeur. Mais néanmoins, moi, ce que j'ai admiré derrière, c'est que les 2 équipes se sont rassemblées, en fait, pour dire, bon, allez, maintenant, on travaille ensemble. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai passé 13 années exceptionnelles à la Fédération française de judo, en tant que directeur du haut niveau, dans un premier temps pendant 4 ans. Jean-Luc Roger était le DTN directeur, mais j'étais déjà aux 3/4 DTN. C'est les Jeux d'Atlanta, c'est les Jeux de Sydney, c'est les Jeux d'Athènes qui sont mal passés, mais et puis une époque formidable avec des grands champions. Sportivement, c'était David Douillet, c'était Marie-Claire Restou, c'était Servine Anden, c'est Lebrun, Jamel Bourras, l'arbitre Ben Boudaoud. Enfin voilà, des très belles années, à la fois sur les résultats internationaux, et puis aussi en termes de développement, parce que le judo était en vogue, on avait plein d'idées à la fédération, donc il y avait un spot télévisé, il y avait eu des tas de choses comme ça. Donc 13 ans, exceptionnels, exigeants. Hein, ces postes dans les fédérations DTN sont lourds, très lourds. Hein, et le poids de la responsabilité, l'engagement, mais ça a été des très belles années. Et puis, bon, je ne voulais pas aller au-delà des Jeux d'Athènes. Enfin, j'ai fait 1 an après, parce que les Jeux d'Athènes, on avait raté un peu les Jeux. Donc, je voulais redresser la barre des équipes de France. Et c'est là où donc, se pose la candidature des Jeux pour Paris, donc 2012. Il y avait déjà eu 2008, 2004, il y avait eu les présentes, 2012, face à Londres. Et à l'époque, le ministre de l'époque, Jean-François Amour, m'avait dit écoute, réfléchis à un projet de préparation olympique et paralympique. Si on a les Jeux, moi j'ai arrêté DTN. Il me dit écoute, nous on te propose d'être directeur de la préparation olympique, en gros un peu le Claude Onesta aujourd'hui. Bien évidemment, moi qui souhaitais quitter le judo, c'était le bon moment. Voilà, donc je pars sur un grand projet de grande envergure, douche froide. C'est Londres qui remporte le morceau. Je me vois encore je vais à la télévision. Bref, pour autant, le mouvement sportif français dit c'est pas parce qu'on n'a pas les Jeux qu'il faut pas qu'il y ait toujours une préparation olympique et paralympique. Donc j'en ai pris les rênes. C'est là aussi d'ailleurs où a été décidé que des installations sportives pour ces Jeux prévues pour ces Jeux 2012 allaient être quand même construites. Le vélodrome de Saint-Quentin, par exemple, la base nautique de Vers-sur-Marne pour la virole canoë-kayak, voilà, qui ont été construits et qui aujourd'hui finalement se retrouvent dans un projet olympique et font dire que le projet français coûte pas si cher que ça parce qu'on a des installations. Donc préparation olympique que j'ai vécu là aussi exceptionnelle pendant 5 ans à suivre les fédérations olympiques été-hiver, olympiques et paralympiques. C'est la première fois qu'il y avait le mot paralympique qui apparaissait d'ailleurs, mais ça me paraissait dans l'air du temps, hein, j'ai rien inventé. Basé ici à l'INSEP. On voulait être vraiment une structure de terrain. Alors, c'est une structure qui, à la fois, accompagne les fédérations dans ce qu'elles ont besoin au quotidien, sur les coachs, les sportifs, mais à la fois aussi qui sert de conseil auprès du ministère des Sports pour les subventions. Donc, voilà, c'est fait le lien entre les deux. Mission passionnante, vraiment passionnante, parce qu'on est au cœur du sport de haut niveau. C'est comme ça aussi que j'ai pu découvrir beaucoup de fédérations de l'intérieur, en fait, hein, et de mieux comprendre quelque part quelles étaient les raisons du succès du judo. Ça m'a permis de dire, je comprends pourquoi finalement, ce qu'il y a dans le contexte judo depuis toujours, bon, ok, là, je l'ai un peu mieux mesuré, ce qui en faisait un petit peu la recette. Donc, 5 années exceptionnelles, Jeux de Turin, Pékin, avec 43 médailles, c'est très bien passé. Il manquait une médaille d'or, mais ça avait eu un bon résultat. Et jusqu'à Vancouver en 2010, et 1 an après, c'est Claude Fauquet, DTN de natation, qui, dans le cadre de l'INSEP, la préparation olympique étant rattaché à l'INSEP, prenait la suite. Et puis, j'ai été nommé inspecteur général à ce moment-là. La ministre de l'époque, auprès de qui j'étais rattaché, parce que j'étais rattaché auprès du ministre des Sports, donc après Jean-François Lamour,
c'était Madame Roselyne Bachelot, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous comptez faire après, vous, au bout de 5 ans ?» Je dis « J'en sais rien, il faut que je réfléchisse. » Qui m'avait dit « Mais il faut que vous soyez inspecteur général. » Ah bon, oui, si vous voulez progresser dans votre carrière professionnelle, vous n'êtes pas énarque, effectivement. Donc ça vous permettra de mieux connaître l'administration et d'éventuellement de pouvoir prétendre à des postes importants. Et je dois dire que donc je l'ai écouté, c'était intéressant. Alors ça change, on est moins dans l'action, hein. On est dans les missions de contrôle, d'évaluation de politique publique, de conseil auprès des cabinets. Très enrichissant à titre personnel parce que on n'écrit pas n'importe quoi, on découvre un peu mieux le code du sport, tous ses aspects juridiques. Ça a été, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu, une belle progression pour moi à titre personnel. D'homme de terrain du sport, je devenais là un peu plus dans la haute sphère. Dans tout ce qui est un peu plus administratif, mais avec des choix politiques quand même derrière, parce que m'est arrivé de proposer des choses au cabinet sur des missions que j'ai pu avoir, des rapports qui changeaient un peu ou faisaient évoluer le monde sportif français. Et puis, pour tout vous dire, c'est que le fait d'être inspecteur général a été un élément important dans le profil que je présentais pour l'INSEP. En fait, il y avait une volonté à l'époque du gouvernement d'avoir un directeur général de l'INSEP avec suffisamment de compétences administratives. Et je pense qu'on partait même sur des profils pas du tout sport, voire énarques ou autres. Hein, j'ai rien contre les énarques, mais bon, voilà. Je coche cette case administrative, et étant du sport, bon, du coup, ça a plutôt été un atout qu'autre chose. Donc, inspection générale pendant une quinzaine d'années, 13 ans, pardon. Et puis l'INSEP, donc depuis 2 ans, je voulais dans l'aventure des Jeux. Parce que, oui, c'est unique. Et puis, là aussi, quand j'ai passé la barrière 43 ans après ma première entrée à l'établissement, j'ai eu un petit pincement au cœur, je l'avoue, en devant dire que je pensais être là que pour 1 an ou 2. Bon, voilà. Là. Mais ma grande satisfaction, ma grande joie, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux gens qui travaillent dans le sport. Travailler autour de sa passion, ça n'a pas de prix. J'ai pas vu le temps passer, bien évidemment. Il n'y a pas mort d'homme, c'est des aventures humaines. Je pense souvent, quand on voit certaines professions qui sont de santé ou autres, hein, dans des moments difficiles, de tension, compliqués, mesurons cette chance de travailler autour du sport. Parlons-en de cette fonction de directeur de l'INSEP. Alors, je pense qu'il y a parmi nos auditeurs de nombreuses personnes qui n'ont aucune idée en fait de ce que sont les missions du directeur d'un institut comme l'INSEP. Alors, pour poser la question sans aucune circonvolution, un directeur de l'INSEP, ça sert à quoi et à quoi ressemblent vos journées ? Alors, d'abord, ça sert à quoi ? D'abord, moi j'arrive avec déjà, il y a un cadre dans lequel s'inscrit l'établissement. Il y a un décret déjà qui fixe les missions d'établissement. Il y a un contrat avec le ministère qui reprend un petit peu, qui décline un petit peu les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi ? C'est d'abord accompagner les sportifs de haut niveau. C'est la première mission qu'on demande. C'est-à-dire que tous ceux qui s'entraînent ici, comment on peut faire en mieux pour les accompagner, que ce soit d'un point de vue médical, que ce soit d'un point de vue des études, faire en sorte qu'ils aient les conditions pour réussir. Ça, c'est l'accompagnement des sportifs de haut niveau. La formation de cadre, c'est-à-dire qu'on a une mission pour former les futurs entraîneurs, tous ceux qui interviennent dans le monde du sport, les préparateurs physiques. Donc il y a un gros sujet ici. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons le statut d'université, ce qu'on appelle EPSCP, établissement public scientifique, etc., etc. C'est parce qu'on a une charge, on a une mission de formation initiale, mais aussi continue pour tous les cadres du sport. Il y a aussi la recherche, une mission d'établissement, donc 2 laboratoires de recherche quand même qui tournent à plein tube en ce moment. Dans l'optique des Jeux de Paris, hein, il y a eu des financements, donc ça c'est des gros sujets. Et relations internationales aussi, c'est un des gros dossiers. On demande à ce que l'établissement ait un rayonnement international, ce qui est le cas. On est très actif dans les relations avec l'Australie, avec tous les pays du monde, enfin beaucoup en tout cas, tous, non ? Les États-Unis, la Hollande, l'Allemagne. À ce titre, d'ailleurs, on organise prochainement un congrès mondial au mois de septembre qui va rassembler les centres sportifs dans le monde. Il y a une association dans laquelle on est très impliqué. Et il y aura des représentants de 120 centres sportifs qui vont venir 3-4 jours sur des thèmes qu'on a retenus.
Même manière, sur le règlement international, il y a eu dernièrement un congrès sur la recherche, un congrès mondial que nous avons organisé à Paris, à Porte-Maillot. 3500 chercheurs, c'est énorme, qui sont venus pendant 4 jours. Donc là aussi, donc il y a un règlement international qui fait que, en plus, avec les Jeux à Paris, il y a beaucoup de pays qui viennent nous voir, qui viennent voir en même temps Paris et les Jeux, mais qui font un crochet par l'INSEP. Et on nous demande de plus en plus, d'ailleurs, même parfois, d'intervenir dans la construction de futurs centres à l'étranger. On a des contacts actuellement avec le Maroc, c'est déjà bien parti. L'Inde est venue nous voir, souhaite aussi à ce qu'on apporte des conseils dans ce domaine-là. Donc c'est, à mon avis, même une réflexion que j'ai par rapport à l'avenir. Mais ça, on le doit au fait d'avoir un établissement, effectivement, qui est assez exceptionnel déjà, hein, mais surtout aussi de notre implication au niveau international. Donc cette dimension-là est importante, et même d'un point de vue économique, parce que c'est aussi source de revenus. C'est-à-dire que quand on est conseil pour certains pays, bien évidemment, on fait rémunérer. Donc c'est une évolution intéressante. Donc voilà, pour revenir sur les missions d'établissement, la formation, et j'ai oublié presque l'essentiel, le double projet pour les sportifs de haut niveau. On attache beaucoup d'importance ici à ce que y ait une vie après la carrière sportive, hein, qui parfois peut être très courte d'ailleurs, et il y a de belles années à vivre, donc de faire en sorte que les jeunes soient armés pour affronter ces époques, ces années-là. Alors oui, c'est 100% de réussite au bac, par exemple. Bon, effectivement, la moyenne nationale est pas si loin que ça, hein, mais nous, parfois, on récupère des jeunes ici qui sont pratiquement déscolarisés et qui sont très en retard. Il y a un gros boulot qui est fait pour les remettre à niveau. Donc les 100% au bac sont pas gagnés, mais en tout cas, on en est très satisfait. Alors on est aidé beaucoup par le rectorat de Créteil, hein, qui nous accompagne, parce que en fait, les sportifs ici ont un cours sur l'INSEP, hein, et ce sont les professeurs qui viennent. Parce que le problème sportif, c'est le temps. Donc entre le temps d'entraînement, le temps de déplacement, se former. Donc voilà. Et puis on a aussi des formations post-universitaires, et on va les développer à l'avenir. On est en discussion avec des grandes écoles, l'ESSEC, Sciences Po et Centrale Supélec, pour faire en sorte qu'il y ait après les Jeux ici des formations. Il y aura un bachelor commun qui va être mis en place, la mise des sports y tient, mais de faire en sorte qu'on ait un peu un vrai campus universitaire. Aujourd'hui, pas mal de sportifs suivent des études, quelques-unes faites par l'INSEP, beaucoup à l'extérieur. Et c'est compliqué parce que faut se déplacer ou suivre les cours à distance, c'est pas l'idéal. Mais on a une forte demande de sportifs pour des études diverses et variées. Hein. Une jeune qui fait judoka, qui fait dentaire, beaucoup font des écoles commerciales, kiné, enfin voilà. Donc cette mission, et c'est la dernière, il m'en manquait une, pour expliquer ce que l'INSEP a à faire, la formation des sportifs au niveau, c'est important. Alors, ça c'est les missions, donc on est organisé, hein, il y a différents pôles dans l'établissement. Les journées là-dedans du directeur général, d'abord, c'est de faire vivre au mieux cet établissement en interne. Il y a 316 personnes, agents, comme on dit, qui travaillent ici sous mon autorité. Et ma première volonté déjà, c'est de faire en sorte que tout le monde s'épanouisse ici. J'y tiens beaucoup, c'est sincère, parce que bon, ça a toujours été ma manière de manager, hein, que ce soit la fédération de judo, la préparation olympique. Si on veut que ça marche, il faut que les gens soient heureux. Ils ne le sont peut-être pas tous, hein, ce que je peux comprendre pour des tas de raisons, mais moi, c'est le principe de base que j'ai. Donc, d'abord, une proximité vis-à-vis d'eux. J'essaie un maximum de me déplacer, les voir sur leur terrain d'exercice, on va dire. Je ne les connais pas tous encore, mais j'en connais un paquet. Donc voilà, c'est de faire vivre en interne ces choses, de les sensibiliser davantage à ce qui se fait. On a des enjeux de communication interne, sur lesquels on a encore des marges de progrès à faire, un projet d'établissement, les jeux qui arrivent. Donc voilà, il y a toute une mayonnaise à faire prendre. Et ça, c'est ma mission pour moi essentielle ici, c'est que la boutique tourne bien avec des gens heureux et que ça fonctionne bien. Alors, bien sûr, il y a tout un regard, mais j'ai 2 adjointes que j'ai recrutées l'année dernière, des responsables de pôle. Bon, voilà, il faut que la phase fonctionne. J'assiste beaucoup aussi sur le dialogue social, en toute sincérité. C'est important parce que il y a tout un travail qui se fait avec les représentants du personnel. Donc, pour moi, c'est ma mission numéro 1. La mission numéro 2, c'est une grosse mission autour de relations publiques. Je n'imaginais pas, sincèrement, alors les jeux, ils sont pour quelque chose, le nombre de visites diverses et variées qu'on reçoit ici à l'INSEP, des ministres, il n'y a pas 15 jours,
j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des visites ministérielles, d'administration, de délégations étrangères, de futurs partenaires, et tant mieux, de médias, parce que l'opportunité des Jeux, il ne faut pas la laisser passer, on le voit déjà, il y a une demande de médias, c'est impressionnant, à 1 an avant les Jeux, il y a chaque jour une dizaine de personnes accréditées pour venir sur le site pour des reportages sur l'INSEP, quoi. Donc là, j'ai un rôle important aussi à jouer. Il faut qu'on fasse encore progresser l'établissement en termes de notoriété. Donc des partenariats aussi avec France Télévisions, où il y a des spots sur l'INSEP qui ont été faits d'ailleurs par nos propres services ici. Ça aussi, c'est une particularité de l'INSEP, c'est tous les services qu'on peut y trouver. Un centre médical avec 80 personnels de santé ouvert aux gens extérieurs, c'est rare dans le monde, je n'en connais pas. Un service audiovisuel qui vraiment a une richesse, un patrimoine et des compétences. Tous les films qu'on peut faire sont faits par notre service. On ne les fait pas faire à l'extérieur. Donc ça revient un petit peu au management que j'ai. J'imaginais pas, pourtant je connais la maison, autant de diversité des métiers. Personnel qui entretient les équipements sportifs. Pareil, donc chaque métier a ses particularités. Les chercheurs ont les leurs, les enseignants ont les leurs. Donc, mais c'est le côté patient, c'est faire en sorte que comment tous ces métiers différents aient un point commun à se retrouver et à travailler pour l'établissement, pour le sport, pour les Jeux. Parce que moi, ce qui m'a un peu étonné en arrivant, pourtant là aussi je pensais qu'un établissement, c'est que ça manquait vraiment de transversalité, quoi. C'est-à-dire que chacun est encore un peu dans son coin, alors qu'il y a une forte envie de travailler ensemble, il y a une forte envie de partager des choses. Ça se met en place doucement, on ne va pas tout régler le jour au lendemain, mais je reviens pour finir à ma partie management du dispositif. Et puis, au-delà des journées, c'est d'imaginer, j'ai déjà un peu évoqué, l'INSEP de demain, parce que les Jeux, c'est dans 1 an, et que derrière, faut commencer à réfléchir à l'avenir, donc sur la formation des sportifs, on va créer un CFA prochainement par rapport à ça, donc j'explique à l'international. Voilà, donc les journées sont courtes, en tout cas. Alors justement, vous avez parlé des missions du directeur de l'INSEP, mais au-delà de ces missions qui doivent durer dans le temps, j'imagine, comme vous êtes nommé, il y a aussi une feuille de route qui s'accompagne avec un bilan dont vous devez répondre en fait à la fin de votre mandat. Alors déjà, quelle est la nature de cette feuille de route? Et puis, dedans, quelle est la part d'autonomie en fait, décisionnelle qui peut y avoir? Et comment, en tant que directeur, on peut laisser une trace en fait, de son passage à l'INSEP? Alors, une trace, je ne fais pas ça pour une trace. Je fais ça pour répondre effectivement ce qui est attendu de l'établissement, quoi. Voilà, encore une fois, on ne va pas révolutionner, mais ce qui est attendu de ma part, alors d'abord en termes d'évaluation, je le suis chaque année. Il y a effectivement une feuille de route avec des indicateurs, une multitude d'indicateurs qui font que dans tous les domaines possibles et inimaginables, sur le nombre de fédérations, sur le nombre de stages, sur les formations, donc la feuille de route, elle est déjà bien balisée. Voilà, donc moi j'ai qu'à la suivre, voire l'améliorer, voire la faire évoluer sur certains sujets, ça ne s'empêche pas. Ça fait partie des sujets de discussion avec ce qu'on appelle la tutelle, la direction des sports, parce qu'on est sous tutelle ministère des Sports. C'est une particularité parce que nous avons le statut d'université, mais nous ne sommes pas sous tutelle de la ministre de l'Enseignement supérieur. Nous sommes sous la tutelle des sports, donc ça, c'est des textes qui sont très clairs là-dessus. Voilà, donc, alors, l'autonomie, oui, en termes d'organisation, de fonctionnement. Si je veux bouleverser l'organigramme, etc., oui. Alors, il y a un conseil d'administration qui valide tous ces changements que pour l'instant j'ai pu faire par petites touches, parce qu'il n'était pas question pour moi à quelques années des Jeux de bouleverser l'organisation, chaque chose en son temps. Mais les petites touches qui ont pu être faites sur des rattachements ou autres, voilà, donc ça, j'ai une totale autonomie là-dessus. Après, bien sûr, on est suivi par direction du budget et le ministère des Sports sur les aspects budgétaires, etc. Donc là, oui, alors l'autonomie,
Là-dessus, non, je ne l'ai pas, même si c'est un vote, à moi de convaincre. C'est voilà, fait partie de relations de confiance à avoir pour dire non, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui se passe, quoi. Donc l'autonomie, elle est relative, c'est vrai, mais quand j'arrive à convaincre, et c'est ce qui se passe, dernier exemple, la création d'un CFA qui est important, nous, pour nos jeunes sportifs, qui s'est fait un peu dans l'urgence. Au début, il y avait beaucoup d'interrogations côté ministère des Sports et de la direction du budget sur ce sujet-là. Je peux comprendre, ce qui est normal. Puis finalement, il y a une confiance totale pour mettre en place, quoi. Donc voilà, non, je pense qu'il y a une confiance réciproque avec les institutions et je n'ai pas de difficulté par rapport à ça. Et puis la suite, on verra bien. Mon mandat s'arrête en 2025. Pour l'instant, dans la feuille de route, c'est comme bien sûr préparer les jeux pour revenir à ce sujet-là. L'élément essentiel, d'où des travaux, la piste d'athlétisme refaite, des travaux bâtiment GH qui démarre, tout ça a été long, donc une série de travaux qui démarrent, et puis de travailler sur l'année prochaine, notamment la période juillet-août des Jeux Olympiques, où là on sera vraiment en mode village olympique. Alors justement, ça m'amène vers la question suivante. Donc, c'est déjà évoqué, du 26 juillet au 11 août 2024 se dérouleront les Jeux Olympiques d'été chez nous, à Paris. Alors voilà, quel est le rôle de l'INSEP à cette occasion ? Alors, déjà dans la préparation de ces Jeux, on voit régulièrement l'ensemble des fédérations pour savoir comment elles comptent s'organiser, notamment sur cette période-là, juin, juillet, août. Parce que certains seront ici, d'autres seront ailleurs. Bon, ça c'est une première chose. Et en même temps, déjà de savoir dès aujourd'hui quels sont leurs besoins. Ce qui se fait déjà avec le financement de l'Agence nationale du sport, c'est des équipements matériels sportifs qui seront ceux des Jeux. En fait, le principe, c'est qu'on mette en condition les sportifs dans les conditions qu'ils auront au moment des Jeux. Exemple concret, sur le matériel, ça va être la barre d'haltérophilie. C'est important d'avoir la même barre qu'au jeu, en gymnastique. Donc là, on est en train d'acheter tous ces équipements. Pour beaucoup de sports, le tapis en judo, ce sera le tapis des jeux avec les mêmes couleurs, en lutte, etc. etc. Donc ça, c'est une manière de préparer les jeux. Et même dans certains cas, en tir à l'arc par exemple, c'est de recréer le contexte même des jeux avec une tribune. Alors ça sera une grande bâche, ça va pas être des gens, mais l'entraîneur coréen qui est un grand monsieur du tir à l'arc, et ils font comme ça en Corée, veut qu'on reproduise dès l'année prochaine les conditions des jeux. Un podium, c'est que les archers ne sont pas habitués à tirer sur des podiums avec une caméra qui sera là pour les filmer. Donc voilà, donc ça fait partie par rapport au jeu, déjà des choses qu'on commence à mettre en place sans attendre la période de juin-juillet, où là, concrètement, on va arrêter les formations des sportifs, sauf les bacheliers, le 31 mai, de manière à ce que dès le mois de juin, on commence à se mettre un peu dans une ambiance Jeux Olympiques, avec des entrées à l'INSEP assez filtrées, avec surtout un accompagnement. Et d'ailleurs, on demande aux gens de l'INSEP et les agents qui le souhaitent, pour accompagner les équipes de France, de se rendre disponible, ce serait dans leur fiche de poste, mais d'être l'interlocuteur d'une équipe de France ici au quotidien, d'améliorer là, ça y est, c'est parti. Les installations sportives que j'évoquais. Les chambres, on va changer toute la literie. C'est pour mettre des vrais lits confortables, suffisamment larges, avec parce que le sommeil est capital. Et l'INSEP a fait des études là-dessus. Donc voilà, on prépare tous ces sujets-là. Et au moment des Jeux, donc on sera vraiment en mode... Enfin, avant les Jeux, pardon. En mode axé que là-dessus, avec des enjeux de sécurité, bien évidemment. Et pendant les Jeux, il y a plusieurs cas de figure. Il y a d'abord des équipes qui seront là pendant la première semaine des Jeux, celles qui passent à deuxième, comme l'athlétisme, comme le breakdance, le taekwondo, qui vont continuer à se préparer ici pendant la première semaine des Jeux, après qu'intégreront le village. Il y a celles qui sont au village, mais qui souhaitent revenir ici s'entraîner, bénéficier des services, du médical. Donc on est en train de voir pour des navettes entre le village olympique et ici. Et puis il y a celles où les discussions sont encore en cours, qui ne veulent pas le village olympique, qui souhaitent rester ici entre eux,
pour des tas de raisons, parce qu'un village olympique, d'abord, on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Il y a des staffs importants, parfois 20 à 30 personnes, donc qui envisagent en tout cas d'être à l'INSEP. Il y a 2-3 sports là-dessus. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure, parce que ça pose des enjeux de sécurité et de transport. Voilà, donc tout ça pour dire que jusqu'à la fin des Jeux olympiques, on va être bien occupé pour enchaîner dès le lendemain sur les Jeux paralympiques. Il y a une première délégation sportive qui arrive, et sur les 15 jours entre les deux, donc on va être camp de base pour 250 personnes de la délégation paralympique qui vont, elles, intégrer le village pratiquement tout de suite, parce que peu vont utiliser l'INSEP pendant les Jeux, parce que pour des raisons de transport, c'est quand même pas facile. Ce sont des gens qui ont des mobilités difficiles. Il y a quelques sports néanmoins quand même qui souhaitent être ici. Voilà, et puis tout ça va se terminer le 8 septembre de mémoire, si je ne me trompe pas, dans les dates, je finis par m'y perdre. Et avec une entrée INSEP qui va arriver. Donc les vacances vont être courtes l'année prochaine, mais on est bien conscient qu'on va vivre quelque chose d'unique. Voilà, ça va être... J'ai hâte d'y être. Alors, vous avez révélé la date tout à l'heure. Votre mission de directeur s'achèvera théoriquement en 2025. Alors, à titre personnel, comment voyez-vous l'avenir ? Est-ce que vous avez d'autres projets, des réalisations à accomplir encore Je commence à être un peu... je ne suis pas tout jeune, comme on dit, je ne suis pas un perdreau de l'année. Donc, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. À titre personnel, je ne projette pas pour l'instant sur l'après 2025. Chaque chose en son temps. D'abord, faire en sorte de livrer, de préparer au mieux ces Jeux. C'est ce qui me prend beaucoup de temps et ce qui est passionnant. Derrière, il y aura un peu de temps pour réfléchir. Sincèrement, je ne sais pas encore. En toute sincérité, parce qu'on me pose souvent la question et je dis, mais attendez, on n'y est pas encore. Je ne sais pas. Parce que, voilà, tout est possible. Et puis, de toute façon, je ne suis pas seul décisionnaire, de toute façon, parce que c'est une nomination par le gouvernement, par le ministre des Sports. Donc, voilà, je serai quand même soumis aussi à la volonté ou pas, quel que soit ce que j'ai envie de faire. Mais bon, c'est des sujets qu'on abordera le moment venu. Pour finir cet entretien, je vais poser une dernière question un peu plus légère. Alors, je mentionnais un peu plus tôt ce fameux document de l'INA de 1992. Alors, dans ce petit reportage, on apprenait aussi que vous aviez à l'époque une seconde passion, qui est le vin. Alors, est-ce toujours le cas ? Et si oui, comment se porte votre cave ? Oui, la passion du vin ne m'a pas lâché. Voilà, parce que j'aime les bonnes choses de la vie aussi. Je ne suis pas un gros mangeur, mais j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses, tout à fait. En plus, on a quand même des terroirs en France assez variés là-dessus. Et oui, l'anecdote, c'est que sur cette émission de télévision où j'avais fait part de ma cave déjà que j'avais un peu à l'époque, une petite cave. On m'avait fait goûter des vins en pensant que j'étais un spécialiste et que je ne sais toujours pas d'ailleurs. Je m'étais bien planté, donc du coup, partout où j'allais après, on m'offrait des bouteilles de vin pour que je m'entraîne. Donc je me suis entraîné, je me suis un peu amélioré, mais c'est vrai que du coup j'ai eu une cave assez exceptionnelle pendant longtemps, qui a bien baissé depuis quand même, parce que le temps passe et puis les caves peuvent se vider rapidement. Mais oui, je suis toujours amateur de ces vins, surtout amateur de vins d'exception, parce que parfois on peut déguster des vins qui ne sont pas de grands vignobles et qui sont étonnants. Alors oui, je suis par ma femme qui est bordelaise, toujours été attiré par les Bordeaux, mais les bons Bordeaux, c'est très cher aussi. Oui, j'ai pas mal d'attaches avec la Bourgogne, où j'ai souvent été invité par les vignerons qui sont adorables là-bas en Bourgogne, mais mon plaisir, c'est d'essayer de découvrir des vins assez inattendus. Dernièrement, un mousseux méthode champenoise, rosé, qui venait de la région de Roanne. C'est incroyable. Voilà, c'est dans le cas d'un restaurant, c'est le sommelier qui l'a fait goûter. Bon, oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Donc, j'ai toujours une cave, mais justement, la semaine dernière, j'ai regardé et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je pense rapidement à y remettre des bouteilles. Bon, merci beaucoup merci. Fabien Canu pour ce témoignage. Alors, je précise qu'on se retrouvera dans un autre épisode du podcast, et cette fois on parlera plus spécifiquement de Jeux Olympiques. Donc, à très bientôt.
Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.